Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Cela fait plus d'un mois que dure la guerre en Ukraine. Quand pourra-t-elle se terminer et quelles seront les issues possibles de cette guerre? On en parle tout de suite avec Christian Maigrelis. Christian Maigrelis a connu Vladimir Poutine à ses débuts. Il a vécu la chute de l'URSS depuis le Kremlin comme conseiller de Gorbatchev. D'ailleurs, dans un ouvrage qu'il a publié en 1981, qui s'intitule « Keys for the Future », il anticipait déjà la fin de l'URSS. Il a aussi publié le naufrage de l'Union soviétique. Christian Maigrelis, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, une question d'actualité. Le 2 mars, vous avez envoyé une lettre ouverte à Vladimir Poutine. Que dit cette lettre? Mais c'est une lettre sympathique qui rappelle la manière dont nous sommes connus, et nous nous sommes connus dans le cadre de la création d'une association internationale qui s'appelait la Renaissance de Saint-Pétersbourg. C'était en quelle année alors? C'était en 90. Et il était au cabinet du maire de Saint-Pétersbourg, et il cherchait des étrangers. Et moi, j'avais une mission du Kremlin qui était d'expliquer aux hommes d'affaires occidentaux les réformes que nous allions faire en URSS et la manière dont ils pouvaient s'associer à ces réformes. Donc à ce titre, il m'a demandé de participer à cette association pour la Renaissance de Saint-Pétersbourg, ce que j'ai accepté bien volontiers. Et ça me permet de dire à la fin de cette lettre que j'espère que nous pourrons travailler ensemble à nouveau dans le cadre d'une association pour la renaissance de la Russie. C'est cette lettre-là? Oui, en russe. En russe, vous l'avez écrit en russe. Vous l'avez traduite en français? Voilà, elle était traduite en français. Donc il a bien reçu, hein, parce que vous, écoutez, en tout cas, le cabinet l'a reçu. Vous l'avez envoyé le 2 mars. Ouais. Le cabinet l'a reçu. Est-ce que le cabinet l'a communiqué au président? J'en sais rien, vous savez. Vous ne pouvez pas savoir. Les cabinets de chefs d'État, ils reçoivent beaucoup de lettres. Il y a des gens qui font le tri. Et vous ne savez pas si la lettre en question... Enfin, j'espère, je suis optimiste. Et j'espère qu'il a pu lire, d'autant plus que c'est une lettre qui n'est pas du tout agressive. Donc, qui rappelle cet épisode de sa carrière et de la mienne, qui dit que je suis bouleversé par cette affaire de guerre, parce que j'aime beaucoup les Russes et j'aime beaucoup les Ukrainiens, qui sont deux peuples frères et qui n'ont rien à se reprocher l'un à l'autre. Que j'espère qu'il va comprendre lui aussi qu'il faut arrêter. Et je me base sur une proposition que je fais toujours quand je rencontre des chefs d'État qui sont en poste depuis très longtemps. Je leur dis, vous savez, faites attention aux souvenirs que les gens vont garder de vous. C'est ce qui est finalement le plus important. Est-ce que vous allez être un Poutine le bon ou un Poutine le terrible pour l'histoire? Et je pense qu'il vaut mieux que vous soyez Poutine le bon. Par conséquent, réglez cette question pacifiquement le plus vite possible. Et vous resterez dans l'histoire comme un homme raisonnable qui a fait son travail de chef d'État. Voilà. Donc vous attendez sa réponse? Donc j'attends sa réponse, et la réponse, c'est les canons qui la donnent, malheureusement. Alors, vous venez tout juste terminer un article qui s'intitule « La guerre d'Ukraine » de 2022. Que dit cette lettre alors? Ça, c'est un article qui n'a pas encore été publié, article, voilà. Et dans lequel j'explique les racines de cette affaire, la manière dont l'Ukraine et la Russie se sont comportées réciproquement dans le passé, et puis la genèse avec la Crimée et puis le Donbass, et ma désolation devant les agressions qui sont injustifiées et injustifiables, et mon souhait de voir
les grands de ce monde, c'est-à-dire les deux grands, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis, ensemble, dire à Poutine, ça suffit. Et je dis, c'est la seule manière dont on pourra arrêter Poutine, parce que tout ce que pourra être dit par soit les États-Unis seuls, soit l'Europe seule, soit même l'Europe et les États-Unis, n'auront pas de pouvoir sur lui tant que la Chine ne s'y associera pas. Je pense que la Chine a un rôle majeur à jouer dans la solution de ce problème, à condition qu'elle arrive à parler le même langage que l'Amérique, et que l'Amérique arrive à parler le même langage que la Chine pour s'adresser à Poutine et lui dire stop. On va y revenir. Alors, vous avez bien connu Vladimir Poutine à ses débuts. Quelles étaient vos impressions sur lui à l'époque? À l'époque, j'avais l'impression d'un garçon qui avait de l'avenir, qui avait de l'ambition, qui était raide, enfin comme on dit en français, raide, c'est-à-dire on pouvait pas, il ne riait pas beaucoup. Voilà, il était trop sérieux, très sérieux. Mais j'avais l'impression que c'était un garçon qui faisait ce qu'il disait et qui suivait une idée. Et je pense que toute sa vie, il a suivi une idée. Mais il a été construit d'abord par Sobchak, qui a été le premier maire démocratiquement élu de Saint-Pétersbourg, ensuite par Yeltsin, qui a été son parrain pendant 10 ans et qui lui a donné sa succession. Après, il s'est retrouvé en face de gens qu'il avait doublés dans sa carrière très rapidement, donc des gens qui lui en voulaient, qui étaient jaloux. Et il lui a fallu une dizaine d'années pour réduire tous ces gens-là et avoir un état-major autour de lui qui soit créé par lui et qui soit à sa dévotion. Et il l'a obtenu. Et aujourd'hui, ce qu'il a autour de lui sont des gens qui lui doivent tout et qui sont à sa dévotion. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire absolument ce qu'il veut. Et c'est là qu'il y a une grande différence, je trouve, entre la Russie soviétique et la Russie d'aujourd'hui. C'est que dans la Russie soviétique, le secrétaire général ou le président était nommé par le comité central du parti. Et le comité central du parti avait un bureau qu'on appelait le politburo, c'est-à-dire le bureau des membres permanents. C'est comme à Pékin, vous avez aujourd'hui un bureau politique permanent de 8 membres. C'est les 8 grands... C'est les 8 membres. Ou 7, oui, 7 plus, voilà, c'est ça. Qui sont considérés comme ceux qui ont le pouvoir. Ce qui fait qu'un homme comme Xi doit être sûr que les 6 autres sont d'accord. Il y a donc une balance, il y a un contre-pouvoir. Alors qu'en Russie, on a supprimé le Parti communiste. Donc il n'y a plus de contre-pouvoir. Et c'est ça qui est dangereux dans le système russe d'aujourd'hui. C'est que même ce contre-pouvoir du parti, regardez Khrouchtchev quand il a lancé la crise des fusées de Cuba. Finalement, il a renoncé, il a fait revenir ses fusées. 2 ans après, il était démissionné. Il était démissionné. Il n'a pas pu s'accrocher. Aujourd'hui, Poutine perd la guerre d'Ukraine, il ne sera pas inquiété. Parce que pour être inquiété, il faudrait qu'il fasse appel à un référendum, à un plébiscite national, et que dans les référendums et la plébiscite national, on s'arrange toujours pour avoir la majorité. Mais c'est la grande différence entre le système communiste et le système russe. Le système russe aujourd'hui n'a pas de contre-pouvoir. On va parler aussi de votre carrière en tant que conseiller de Gorbatchev. Vous l'avez conseillé à quel titre alors? Alors quand j'ai connu la Russie, j'ai été appelé par la section économie de l'Académie des sciences de l'URSS, qui avait comme mission de construire un programme pour la libéralisation de l'économie. Ça s'appelait la perestroïka. C'est ça. Voilà. J'allais prononcer Et dans la ce mot, perestroïka, il y avait un volet qui s'appelait économique, la perestroïka économique.
L'ouverture économique. Voilà, Ouais. l'ouverture, la libéralisation et l'ouverture aux capitaux étrangers. Et pourquoi on a fait appel à vous alors? Alors on a fait appel à moi parce que, à cause de ça, à cause de ce livre. Ah, que vous avez publié en 1980. Voilà. Ouais. Voilà. Et ce livre avait été beaucoup remarqué dans différents pays, enfin aux États-Unis. Il a été publié aux États-Unis, au Canada où il était textbook dans les universités canadiennes, et en Russie à l'Institut Bauman, qui est le grand institut, c'est l'école polytechnique russe, si vous voulez, l'Institut Bauman. Et ça les intéressait d'avoir mon avis sur les privatisations. Et ils m'ont demandé très rapidement d'organiser une campagne de promotion de la perestroïka économique auprès des chefs d'entreprise de l'Europe et des États-Unis. Donc j'ai organisé des conférences, des grandes conférences, une par pays, où je réunissais 200, 300 hommes d'affaires, chefs d'entreprise. Je faisais venir une partie du gouvernement russe, la partie économique, et on avait des débats pour que les uns connaissent les autres et que les étrangers, les Européens ou les Américains ou les Canadiens viennent voir comment investir dans la nouvelle Russie, dans la nouvelle Union soviétique. Donc j'étais chargé de ça, et c'est à ce titre-là que Gorbatchev m'a demandé, et son Premier ministre Pavlov m'ont demandé de participer à des groupes de travail, à un groupe de travail qui avait été créé pour construire le plan de privatisation de l'économie russe. C'est un plan qu'on a appelé le plan des 500 jours, parce qu'on voulait privatiser en 500 jours. Bon. Donc j'ai été avec cette petite équipe de l'Académie des sciences de l'URSS, composée d'économistes, mais d'économistes qui avaient une formation marxiste, pas une formation libérale. Donc j'apportais un plus, c'était différent, je voyais les choses autrement. Et j'étais le seul étranger, le seul non soviétique. Il y avait des Kazakhs, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Russes, mais il n'y avait pas d'Américains, il n'y avait pas d'Anglais, pas d'Allemands, j'étais le seul. Bon. Et on a publié le plan des 500 jours, mais à ce moment-là, il y a eu le putsch. Donc Gorbatchev a été obligé de se retirer, et quand Yeltsin est arrivé, il n'a pas voulu entendre parler du plan des 500 jours, donc il l'a mis dans un tiroir, et il a fait appel à un économiste américain, Jeffrey Sachs, qui avait des opinions sur la privatisation complètement à l'opposé d'une autre. Nous, on voulait un système graduel qui associe tous les salariés des entreprises. On voulait garder un peu de l'esprit socialiste, si vous voulez, de la Russie, en disant on ne peut pas transformer les gens du jour au lendemain en Américains du Far West. Donc il faut préserver ça. On voulait que Une ouverture progressive. Progressive, voilà. Et on voulait que les privatisations des grandes entreprises en particulier se fassent avec le personnel. C'est-à-dire que le personnel se voit attribuer des parts dans la société. Et le système avait été démarré. On avait instauré la distribution de parts. On appelait ça des vouchers. C'est un mot anglo-saxon. Voucher en anglais, ça se dit en américain. C'est-à-dire des parts sociales. Et on donnait ces parts sociales à tous les employés de l'entreprise. Et on a commencé à distribuer donc des parts sociales dans toutes les grandes entreprises. Et quand Jeffrey Sachs est arrivé, il a dit « mais ça c'est complètement idiot, ces parts sociales, il faut que quelqu'un rachète ça tout de suite pour que ça se privatise tout de suite. On n'a pas besoin du personnel. » Et le comité central, qui existait toujours à l'époque, saisi de la chose, s'est dit « mais au fond, c'est pas une mauvaise idée. » Et peut-être que les dirigeants des Komsomol, qui sont jeunes, qui ont 25-30 ans, pourraient être des
destinataires de ces vouchers et devenir les futurs propriétaires de ces entreprises. Ils avaient oublié de dire que la plupart de ces secrétaires généraux de Komsomol, c'était leurs petits-enfants, aux membres du comité central. Donc c'était une affaire de famille. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que les dirigeants des fédérations régionales de Komsomol c'était les jeunesses communistes, pour traduire, et ont reçu comme mission de racheter tous ces vouchers. Et alors ils les ont rachetés à 3 kopecks, pour rien, quoi, parce que pour les gens, ce bout de papier, on ne leur avait pas vraiment expliqué ce que c'était. Alors, quand on leur a offert 3 kopecks, 3 roubles, 30 roubles, ils ont dit on vend. Ce qui fait que du jour au lendemain, il y a eu une bande de jeunes types qui se sont trouvés propriétaires de très grandes entreprises. Et ceux qui ont été propriétaires des entreprises exportatrices de matières premières, d'énergie fossile, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé une partie de l'argent à l'étranger. Et en une nuit, ils sont devenus milliardaires. Et cet argent n'est jamais rentré en Russie. Et c'est ce qui a ruiné tout le système de privatisation de la Russie. Et j'ajoute qu'en plus, ils se sont bien gardés d'associer des firmes étrangères à tout ça. Donc c'est resté vraiment entre Russes et Ukrainiens. Russes et Ukrainiens. Et vous avez vécu tout ça? Et j'ai vécu tout ça, oui. Ouais. J'ai vécu tout ça. Alors après, c'était très, très triste quand j'ai vu cette... Il appelait ça la thérapie de choc. Choc, c'était shock therapy. Et en fait, pour moi, ça a été un échec. Et comme j'étais gorbatchevien, je n'avais aucun avenir dans la société helsinkienne, donc j'ai décidé de m'occuper d'industrie. Et vous êtes resté en Russie? Je suis resté en Russie, mais oui, comme homme d'affaires. Comme homme d'affaires. Voilà. Et là, on a fait beaucoup de choses. La politique. Et là, j'ai arrêté la politique. Ouais. J'ai arrêté d'aller au Kremlin. J'ai arrêté, bon. Et les politiciens que je connaissais bien, petit à petit, sont partis eux également, parce qu'ils étaient gorbatcheviens. Sobchak est parti, Popov, le maire de Moscou, est parti aussi. Et tout ça a été peuplé par des Helsinkiens. Et moi, je me suis occupé de la rénovation des industries pétrochimiques. Et j'ai pris la succession d'un Américain célèbre qui avait construit toutes ces unités pétrochimiques à l'époque de Brejnev et qui s'appelait Armand Hammer, qui avait créé une société qui s'appelle Occidental Petroleum, Oxy, et dont le père avait été le président du Parti communiste américain. Et quand, avant la révolution de 1917, et quand la révolution a eu lieu, son fils qui avait 20 ans, il lui a dit, écoute, je t'envoie chez Lénine, vois ce que tu peux faire avec lui. Et le gamin à 20 ans est arrivé chez Lénine, qui a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce type qui a 20 ans, qui connaît rien au communisme, qui est américain, qui parle pas russe. Et l'autre lui a dit, écoutez, si je peux vous être utile, dans le domaine financier, ça ira. Or, il se trouve qu'ils étaient en faillite, évidemment. Et lui a proposé de commencer à vendre des œuvres d'art. Et c'est lui qui a été le premier exportateur d'œuvres d'art russes en Russie, qui a permis d'avoir un peu d'argent pour démarrer l'Union soviétique. Et après, quand il a vieilli, il est devenu industriel et on lui a confié la construction d'énormes usines. Que de souvenirs pour vous, n'est-ce pas? Oui, c'est impressionnant. Alors, je reviens à votre livre. Donc, en 1981, vous avez publié cet ouvrage où vous avez, on va dire, anticipé la chute de l'URSS. Pourquoi?